Merci mon cher Pierre Vesque, et je voudrais quand même qu'on reparle de l'information qui est tombée pendant cette émission, puisqu'on a appris la disparition d'Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc qui présentait Tournée Manège sur TF1, émission culte. L'animatrice qui nous a quittés, elle avait 74 ans, elle a eu une grave maladie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on a appris son décès il y a quelques minutes. On va essayer durant cette émission de contacter Michel Drucker. Michel Drucker qui a connu Evelyne Leclerc. On va voir s'il nous répond, mais l'idée évidemment c'est de se rappeler de cette animatrice qui a marqué toute une génération dans les années 80. C'était à la mi-journée, il y avait moins de chaînes de télé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que les Français, ils étaient devant leur télé en mangeant leur petite soupe. Et que c'était un bon moment. C'était la France. C'était une France unie. Vous voyez, c'était pas une France clivée. On riait, mais c'était pas une France rance. Il y avait pas de méchanceté. On s'amusait, quoi. Il y avait un amusement, et c'est vrai que personne ne se prenait au sérieux, personne ne donnait de leçons de morale, personne ne faisait de la politique sous couvert de divertissement, et c'est vrai que c'est cette France-là qui disparaît un peu avec elle. On pense à la famille de Evelyne Leclerc, bien entendu, et on espère évidemment avoir Michel Drucker en ligne avant 13h. On verra si on y arrive, mais on fait tout pour, on vous l'assure absolument. Europe 1. 11h, 13h. Christophe Bordet et vous. Midi 6 sur Europe 1. Bienvenue dans la dernière heure de Christophe Bordet et vous. Quel est le bilan de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron ? On en parle avec nos chroniqueurs et invités. Gabrielle Cluzel, éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Jean-Baptiste Marty et Arthur Delaborde de la rédaction d'Europe 1. Et Florence, notre auditrice qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Mes chers compatriotes, très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France. Voilà, ça c'était il y a un an, bien entendu. Et il y avait eu quand même une petite phrase qui était assez extraordinaire quand on y repense aujourd'hui avec ce que l'on a vécu durant cette année, puisque le président de la République avait dit notamment « Impossible n'est pas français ». Alors là, j'ai envie de vous dire, ça c'est une réussite, parce que c'est un peu ironique évidemment, mais instabilité politique, économique, vous savez, l'économie résiste, mais c'est surtout grâce aux entreprises, en réalité, il faut le reconnaître, il y a une résilience quand même des entreprises qui est assez extraordinaire. On voit bien quand même qu'on n'a aucun budget pour 2026, il y a de quoi être un peu inquiet. L'insécurité galopante, on en parlait il y a un instant. On va vivre cette insécurité probablement parce qu'il y a quand même 90 000 policiers et gendarmes, on l'a dit, mobilisés pour cette soirée du Nouvel An. Florence, qui est à Aix-en-Provence, est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Merci Bonjour, beaucoup Florence. d'être avec nous sur Europe 1. Le bilan d'Emmanuel Macron en termes de sécurité n'est pas extraordinaire, on l'a évoqué juste avant le journal, et on n'a pas parlé d'autre chose parce qu'il y a quand même les actes antisémites. Alors là, on est sur une explosion. J'ai plus les chiffres là sous la main, mais je vais vous les donner. Plus 317%, 1670 actes antisémites sur la période 2023-2024. Bref, je ne voudrais pas noircir trop le tableau, mais on est à 1 an et demi à peu près de la fin du mandat du président de la République qui ne se représente pas. Florence, en termes de sécurité, vous lui donneriez quelle note au président de la République sur 10, par exemple ? Largement en dessous de 0. En dessous de 0 ? Ah oui, d'accord, oui. Comme les températures en ce moment. Comme les températures en ce moment, oui. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, est-ce que vous réalisez que ce soir, les Français sont obligés de rester chez eux, de ne pas aller s'amuser comme on a fait pendant des décennies, pour laisser la place à ces gens-là, pour eux qu'ils aillent s'amuser. Et eux, leur amusement, c'est de tout détruire. Alors si ça, c'est pas le grand remplacement, c'est le grand remplacement qui nous saute à la figure ce soir. En tout cas, c'est le grand remplacement des voyous dans la rue, ça c'est sûr. Et voilà. Et monsieur, pardon, pas que. Il y a une grosse partie de la population, vous savez de qui je veux parler, qui sont pas des voyous, mais qui approuvent ça et qui soutiennent ces mouvements. Là, moi, je trouve que c'est incroyable. Le concert de ce soir est annulé pour autoriser les Algériens
d'aller fêter ou de ne pas fêter le match de leur pays. Mais c'est déjà le grand remplacement. On est fichu. Jean-Baptiste Marty, ce concert, pour être clair, on va essayer d'y voir plus clair avec ce concert parce que c'est vrai qu'on a tout entendu. En fait, il devait avoir lieu. Après, on nous a dit mais non, mais en réalité, il n'était pas prévu. Quelle est la réalité autour de ce concert qui était prévu, je crois, à 23h, c'est ça? Alors, c'était autour de. C'était du côté de la Tour Eiffel. Ce concert n'a jamais été officiellement prévu ni programmé. En fait, il a lieu tous les ans, mais cette année, les autorités, dès le début, ont décidé de ne pas le programmer. Donc, dire qu'il y a une annulation en soi, c'est faux, mais il n'y a pas de volonté d'avoir programmé ce concert par peur de... La préfecture le justifie par peur de mouvements de foule, et il peut y avoir d'autres aspects, voilà, par exemple ce match, comme on l'a évoqué, de l'Algérie à 17h. Bon. Quand on fait le tour de la question, Emmanuel Macron va donc s'adresser à nous ce soir, notamment sur Europe 1, ce sera à 20h. Les mots seront sûrement très beaux, comme d'habitude, seront très empruntés, comme d'habitude. Que va-t-il nous dire, Arthur Delaborde? Ce qui est certain d'abord, c'est qu'il ne va pas parler d'insécurité. Hein. Ça, c'est totalement exclu, à moins d'une énième surprise, parce que Emmanuel Macron aime bien modifier ses discours, ses vœux à la dernière minute. C'est une allocution qui est enregistrée ou pas? Parce que l'an passé, c'était un clip quand même, il faut se rappeler, c'était un clip. 10 minutes avant. 10 minutes avant. C'est un léger différé, oui. Il y a un léger différé, d'accord. Alors il va nous parler, en fait le message principal c'est de nous dire que 2026 sera une année utile malgré l'instabilité politique, malgré le contexte international, et qu'on va avoir par exemple la traduction concrète de la réforme sur le service militaire qui va entrer en vigueur, et que dans 10 ans on constatera que c'était quand même un changement majeur, qu'on aura aussi la loi sur la fin de vie qui sera probablement adoptée, en tout cas elle va arriver en première lecture au Sénat, et voilà, des changements positifs malgré le French bashing, comme on l'appelle dans l'entourage du président, qui est selon eux orchestré par des pseudo-nationalistes, et c'est le message principal. On va aussi évoquer évidemment le contexte international, l'Ukraine. Emmanuel Macron va montrer qu'il est en première ligne sur le dossier. Il réunira dans quelques jours les principaux acteurs de cette coalition des volontaires qui... 6 janvier. Exactement, le 6 janvier, pour fixer, en tout cas finaliser les garanties de sécurité qui seront mises en œuvre en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Là, ça fait plusieurs mois que les Européens notamment discutent de ça. Il n'y a pas encore d'accord total sur tous les paramètres. Donc on va voir si ça aboutit dans les prochains jours. Il va insister évidemment, puisque c'est son maintenant domaine réservé sur lequel il insiste le plus, sur la politique étrangère. Et finalement, il sera aussi question du national, avec pour lui, ce qui est important à mettre en avant, c'est notamment le fait que, selon lui, l'économie française résiste beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre en cette période d'instabilité. C'est pas grâce à lui, c'est grâce aux chefs d'entreprise qui font le taf. Voilà, bah oui, il n'y a pas de budget, il y a une loi spéciale qui a été signée pendant un mois pour que que l'État fonctionne à peu près correctement. Et si les entreprises s'en sortent, c'est grâce à la sueur de leur front et de ceux qui y travaillent. Oui, c'est pas grâce à Emmanuel Macron. Il vous expliquera que c'est quand même un peu grâce à lui. Et qui payent leurs impôts. Enfin bon, voilà, non mais c'est vrai, il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Gabriel Cluzel. Ouais. Enfin, je sais pas, vous savez peut-être pas. Non, juste sur le budget, je voulais dire que normalement, il ne devrait pas s'attarder sur le sujet, mais qu'il va quand même appeler au compromis des forces politiques pour qu'on sorte de cette impasse budgétaire et qu'on trouve enfin un budget pour 2026. Bon, Gabriel Cluzel, 2 mots parce qu'on est un peu non, je trouvais que simplement que cette affaire de la fin de vie est assez symbolique, allégorique, comme un peu les lunettes, vous savez, de réalité virtuelle qu'il a portées. On sentait qu'il regarde la France avec un village Potemkin, vous l'avez peut-être vu sur X. Bah là, la fin de vie, c'est un peu requiem pour la France, parce que, pardon, la désindustrialisation qui devait être enrayée, elle ne l'est pas du tout. On a encore Brandt récemment qui nous a montré que toutes ces belles marques françaises étaient en voie de disparition, et les agriculteurs... Brandt était déjà plus française, hein, elle appartenait à un actionnaire algérien. Il y avait une partie qui était encore en France, qui produisait en France, donc ça fait beaucoup d'emplois en moins. Voilà. Et les agriculteurs, n'oublions pas nos agriculteurs. D'ailleurs, on les salue, les gens de Brandt, parce qu'ils ont passé un Noël épouvantable, évidemment. Bien sûr, donc, à quelques jours de Noël, c'était vraiment la très mauvaise nouvelle. Et je crois que le 12 janvier, c'est la prochaine étape pour le Mercosur. Que va-t-il se passer? Donc c'est vrai que ça sent requiem pour un pays défunt, vous voyez. Monsieur Stainville, un mot?
Non, mais moi, je partage l'avis de Gabriel. Surtout, moi, je m'interroge sur ce rite des vœux présidentiels. Emmanuel Macron a tellement promis, tellement annoncé sans tenir nombre de ses promesses, tellement déçu que je me demande encore, vous évoquez ce chiffre de 30% qui étaient encore devant leur téléviseur ou à écouter la radio. 37%, dit-on. Moi, ça me paraît beaucoup déjà. J'en suis presque étonné, parce qu'il y a je pense, une vraie lassitude d'entendre un président qui pérore, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure avec un certain brio. Les discours, il est très fort. Beaucoup d'effets de manche. Emmanuel, ça veut dire le verbe. Hein. Ouais. C'est vrai, le verbe. Ouais, moi d'ailleurs, souvent quand j'entends Emmanuel Macron, je pense à cette phrase de Victor Hugo, car le mot c'est le verbe et le verbe c'est Dieu, comme s'il y avait une sorte de, chez Emmanuel Macron, un hubris totalement dilaté qui... Oh là là. Mais voilà, le problème c'est que les Français aujourd'hui ont beaucoup, peut-être pour certains, beaucoup espéré dans la parole du président et ont été énormément déçus par le manque de changement dans leur vie, de toutes ces paroles qui n'ont rien produit. Dans un instant, on va évoquer la politique d'Emmanuel Macron, mais alors côté automobile, parce que là, il y a quand même beaucoup de changements ce 1er janvier qui se profilent. Et puis alors, il y a un type qu'on aime bien, qui va être au téléphone avec nous. Non seulement il y a Yves Cara qui est là et qui est en studio, porte-parole de Mobilité Club de France, mais il y a également notre ami Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes qui a testé le gaz que l'on trouve dans les bonbonnes pour la Chantilly, le protoxyde d'azote, puisque c'est le grand truc du moment chez les jeunes qui sont en voiture et qui se shootent, enfin un certain nombre, qui se shootent avec ça, et c'est absolument dramatique. Il a testé et il va nous dire combien c'est dangereux, et attention ce soir à pas faire n'importe quoi. Alors, on le disait, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes est avec nous au téléphone. Il y a également Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club de France, qui est ici en studio. Bonjour mon cher Yves Cara. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler du protoxyde d'azote dans quelques secondes, mais puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, de son bilan, Emmanuel Macron qui va s'adresser aux Français ce soir, comme chaque année pour le nouvel an, pour faire le bilan de l'année 2025, donner les perspectives pour 2026. Alors, quand j'ai regardé en fait ce qui nous attend, nous pauvres automobilistes, il y a quelques cadeaux au pied du sapin. On s'imagine dans la petite Twingo, là, par exemple, puisque... Non mais Gabrielle Cluzel, elle adore sa petite Twingo. La dernière électrique ou pas? Non, il faut la commander, c'est au printemps qu'on l'aura dans le garage. Oui, justement, c'est pour ça que je demandais. Il y aura peut-être une exception. Non, là c'est la petite Twingo, mais la moche, là, vous savez. Non, vous pouvez pas dire ça. Je suis très fière de ma Twingo. Mais oui, elles sont magnifiques. C'est presque des voitures de collection. Elle a du charme. Il y en a qui peuvent avoir plus de 30 ans. Ce sont des voitures de collection. Écoutez bien, contrôle technique renforcé. Place de stationnement supprimée. Il va falloir nous expliquer cette histoire. Oui, mais ça, c'est pour la bonne cause. Ça a déjà commencé. Oui, alors c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai non, c'est pas ce qu'on dit, mais rien n'empêche les communes de remplacer ces places qui vont être supprimées. Vous nous direz. Nouvelle plaque d'immatriculation rose. Ça va être bien pour la Twingo, une petite plaque d'immatriculation rose. Comme le Stade français, comme le pull du Stade français. Radar, retour des flashs lumineux. Moi, je m'étais même pas aperçu que les flashs avaient disparu. J'ai vu aussi que les radars, maintenant, allaient pouvoir, les nouveaux radars, les tout nouveaux radars, allaient pouvoir identifier la distance entre deux voitures, qu'on pourrait, le cas échéant, être sanctionné si la distance n'est pas assez importante entre deux voitures. Ça va être pratique. Cette et si on est au téléphone aussi, téléphone, ceinture et distance de sécurité. Distance de sécurité, ça amènera certainement des contestations. Le malus écologique qui va être encore durci, le malus poids renforcé. Alors ça, évidemment, si on a une grosse voiture, parce qu'on est très riche, et qu'on vient se garer, par exemple, aujourd'hui dans Paris, alors là, ça peut monter jusqu'à 225 €, je crois que c'est pour la journée. Les 6 heures. 6 heures. Donc c'est la ville la plus chère au monde. Donc j'en connais un qui s'appelle Marc Messier, qui est rédacteur en chef Europe 1, qui a eu un petit problème par rapport à sa voiture justement il y a quelques temps. Bonus écologique en hausse, légère hausse des prix des péages, etc. Non mais ce qui attend les automobilistes... Il y a baisse du prix des carburants quand même depuis quelques semaines. Non, mais c'est pas mal. Le Figaro dit là justement que ça allait remonter. Ça va remonter, oui. Laissez-moi donner une bonne nouvelle avant de donner la mauvaise. Yves Cara, on n'en peut plus de cette politique anti-voiture. Vous n'aimez pas les cadeaux au pied du sapin pour la voiture? C'est dommage. Ah si, j'aime les cadeaux, mais là c'est des cadeaux empoisonnés en l'occurrence. C'est des cadeaux qui vous exposent à la figure. Automobiliste. Allez, une bonne nouvelle, en 2026, on peut rouler à moins d'1 € le litre.
Ah bon? Si vous roulez au super-éthanol, il suffit d'installer un petit boîtier. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais justement, c'est pas nouveau, mais on n'en parle pas assez. On a des solutions pour rouler moins cher, en tout cas quand on est au thermique, pas en diesel, malheureusement. Mais vous installez un boîtier et en 1 ou 2 ans, vous l'avez amorti. Si vous gardez votre voiture 10 ans, je peux vous dire que vous faites de sacrées économies. Je roule au super-éthanol avec une voiture hybride, je pollue quasiment. Ça va mieux. Ah bah, ça va bien mieux quand vous faites votre plein à 40 € au lieu de 80. Ça va bien mieux. Moi, j'ai vécu un truc et en plus en hybride, vous polluez quasiment pas. J'ai vécu un truc sur l'autoroute qui était super parce que il commence quand même à y avoir pas mal de voitures électriques, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui dans les stations, notamment sur les autoroutes, certes il y a des bornes de recharge, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. Et donc, elles ne sont pas gratuites, surtout, c'est cher. Elles ne sont pas gratuites, c'est cher. Et on voit des gens arriver, alors ou bien ils font la queue. Donc non seulement il faut attendre pour recharger la batterie. 20 minutes, 30 minutes, etc. Mais en plus, il faut attendre, faire la queue pour, le cas échéant, recharger la batterie, surtout quand on est sur un retour de vacances. Sur un long week-end, ça peut être un problème, oui. Qui ne marchent pas. Donc ça aussi, c'est quand même un Ou qui ne marchent pas avec la puissance annoncée. Donc c'est quand même... Non mais franchement... Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. On se fiche de l'automobiliste. Et il y a un autre problème qui arrive et qui va être un vrai problème pour le développement de la voiture électrique aussi, c'est qu'on vole les câbles des bornes de recharge parce qu'il y a du cuivre. Et donc, oui. Donc c'est pas un problème isolé, ça arrive de plus en plus. C'est simple. Plutôt que d'aller les voler, on vole les câbles pour le cuivre, pour les réseaux de transport. Là, vous avez votre borne un peu isolée, vous coupez les câbles, vous repartez avec, c'est simple. Donc ça va être un vrai problème aussi pour le développement. Ça. Bon, dites-moi, cette histoire des places de stationnement qui sont supprimées dans les communes, dans les villes, c'est quand même assez impressionnant parce que je vois qu'ici, il y a 4500 emplacements qui vont disparaître dans la métropole lilloise, plus de 3300 à Lyon, près de 1000 à Bordeaux, 3325 à Amiens. Enfin, c'est peut-être pour la sécurité, vous allez nous expliquer, mais ça veut dire quand même que si on peut continuer d'une manière ou d'une autre à chasser la voiture des centres-villes, on va le faire. Alors, l'information brute, comme ça, effectivement, on dit on va supprimer des milliers de places de parking, ça y est, on en veut encore la voiture. Franchement, c'est pour la bonne cause. On va supprimer, mais il y en a déjà beaucoup dans les faits qui sont supprimés de part et d'autre, des passages piétons. 5 mètres avant, 5 mètres pour après, pour la visibilité. Franchement, il y a ce qu'on appelle un masque d'invisibilité. Quand vous avez une camionnette qui est collée à un passage piéton, vous êtes obligé d'avancer la tête. Si c'est une voiture électrique, vous l'entendez pas venir. Si c'est un vélo, c'est pareil. Et c'est vraiment une grosse cause d'accident. Donc ça, c'est pour la bonne cause. Encore qu'après, on comprenne mal pourquoi elles sont supprimées. Après un passage piéton, ou après un feu. Non, mais c'est 5 mètres de part et d'autre. Oui, mais en fonction du sens de circulation, on comprend. Mais les voitures qui sont derrière le passage ou le feu, ça, en soi, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mais dans un sens ou dans l'autre, peu importe. On les supprime. C'est pour la. Non, mais on met des arceaux à vélo ou on met des garages à moto. Comme ça, on a une bonne visibilité. Donc, les places vont être supprimées. Franchement, c'est pour la bonne cause. Des enfants qui veulent traverser, qui ont une voiture et qui voient. Mais rien n'empêche les communes de remplacer ces places de stationnement. C'est dommage qu'il n'y ait pas une loi qui les oblige à faire ça. Alors, vous savez, il y a 36 000 communes en France. Il y en a moins de 700 sur 36 000 qui ont le stationnement payant. Le reste, c'est des zones bleues où c'est gratuit. Donc, c'est pas une fatalité. Il y a effectivement des communes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille un petit peu moins, ou Grenoble où c'est très très cher, où on veut plus de la voiture. On voudrait que ce soit une ville piétonne. Écoutez, si les Français décident en mars ou avril que ce soit le cas avec les municipales, pourquoi pas ? Si c'est le choix, c'est la démocratie. Maintenant, supprimer ces places de parking, c'est pour la bonne cause, mais il faut les remplacer et faire en sorte qu'on puisse accéder dans les villes pour le commerce, pour la vie, pour ceux qui y habitent, de façon simple, et surtout que le stationnement soit un tarif raisonnable. Dans Paris, c'est du grand n'importe quoi. Lyon, ça devient du grand n'importe quoi aussi au niveau des tarifs. Là, c'est très clair. Une voiture qui fait un peu plus d'1,5 tonne, ça va très très vite. Ce sont des voitures familiales. D'ailleurs, les voitures électriques, elles sont très lourdes. C'est 400 kilos en plus de batterie. La batterie, c'est plus de 2 tonnes. Et plus de 2 tonnes à Paris, vous payez aussi. Donc voilà, c'est ça qui est important, qu'on puisse circuler pour la vie. Vous savez, on dit, excusez-nous, vous qui nous écoutez loin, on dit Paris, il y a 2 tiers des Parisiens qui n'ont pas de voiture. Ok, ça fait un tiers qu'en ont. Ça fait 5 à 600 000 voitures. Qu'est-ce qu'on fait si on fait une ville piétonne ? On leur dit de partir ? Non, mais il n'y a pas que ça. Parce que, pardon, mais Paris, c'est une capitale. Paris, c'est pas seulement la ville des Parisiens. Oui, Paris, mais bien sûr. À tout le monde. Pardon, mais quand vous êtes banlieusard, provincial, que vous avez votre grand-mère, vous avez vos 4 enfants, essayez de les mettre sur un vélo. Moi, je sais pas comment on fait. Et les transports en commun, c'est pas facile non plus. La réalité, c'est que la vie économique de Paris est faite par les grands banlieusards. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus le droit de circuler. Ils sont devenus. Allez, on va poursuivre. Si, moi, je crois qu'il y a un automobile bashing. On va poursuivre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. On va
va poursuivre cette discussion dans un instant, et notamment par rapport aux festivités qui sont prévues ce soir pour le Nouvel An, parce qu'on a cette inquiétude par rapport au protoxyde d'azote que certains jeunes conducteurs inhalent avant de prendre le volant, ou même au volant. Et il y a même des messages sur les autoroutes en ce moment, sur l'autoroute A10, protoxyde d'azote, trou noir au volant. Donc on est même obligé de faire des messages par les sociétés d'autoroute pour que les gens se rendent compte de la situation. Il n'y a rien d'hilarant. Bref, c'est pas très malin, c'est sûr. Non. Christophe Bordet. Midi 33 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour la dernière demi-heure de Christophe Bordet et vous. On continue de parler des changements pour les automobilistes en 2026 avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et Pierre Chasseret, aussi délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Et on accueille également, pour un petit peu plus tard, pour le dessert, un immense chef pâtissier, Yann Couvreur, qui est juste à ma gauche. Je sens l'odeur de la galette des rois. Il a ramené quelques galettes, on va les partager avec vous, auditeurs. Bon, à distance, évidemment, tout à l'heure, mais en tout cas, ça sent le feuilleté, ça sent la pâte d'amande, ça et sent peut-être le bonheur, autre chose. L'amour et le bonheur. Ça sent le plaisir, complètement. Bon, on va retrouver Yann Couvreur dans un instant, mais avant, je donne la parole à Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Vous êtes en vacances, on vous dérange, mais on n'a pas pu résister à... C'est un peu l'appel du Sud, puisque vous êtes dans le Sud d'ailleurs. On n'a pas pu résister parce que vous avez fait un test absolument étonnant. Vous avez voulu tester les gaz hilarants au volant, voir quel était le danger réel du protoxyde d'azote, qui malheureusement fait des ravages. On l'a vu récemment, on a eu des drames absolument terribles, notamment du côté de Lille, où un jeune homme a été tué par un automobiliste qui avait déjà eu affaire à la justice sur d'autres sujets, mais qui avait consommé du protoxyde d'azote. Et c'est vrai que ça pose question, parce qu'on s'aperçoit quand il y a des interventions de la police en haut des Champs-Élysées, par exemple, qu'il y a plein de bonbonnes de protoxyde d'azote qui sont saisies, que les jeunes les consomment au volant ou juste avant de prendre le volant, que ça a un effet euphorisant. Vous vous êtes retrouvé dans un centre de formation de conduite professionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez ressenti aussi, évidemment. Très simple, comme sur tous les sujets qui touchent aux automobilistes, 40 millions est sur le coup, systématiquement. Et donc là, on a vu passer ces sujets terribles concernant le protoxyde d'azote avec des conséquences. Alors, ce gaz, on l'appelle gaz hilarant. Il n'a rien d'hilarant. Ce qui donne ce côté hilarant, c'est le fait que les jeunes, en faisant ça, en inhalant ce gaz, vont priver leur cerveau d'oxygène, avec toutes les conséquences neurologiques qui en découlent, et puis les conséquences aussi de sécurité routière, au-delà de l'aspect santé. On a des gamins qui n'arrivent plus à marcher, qui vont dans les centres de rééducation, parce qu'en fait, la privation du cerveau d'oxygène a entraîné des conséquences neurologiques graves, qui fait que derrière, ils vont perdre leur capacité à pouvoir se déplacer. On a des gamins paralysés. Donc ça dépasse largement l'aspect routier. Mais sur la route, ça fait des ravages, ça tue. Et on est tous très impuissants face à cela, parce qu'on se dit, mais en fait, ce gaz dit hilarant, il provoque quoi? Alors vous avez voulu comprendre. Dans mon association, de se dire avec Jade, on a voulu tester. Alors on a voulu tester selon un protocole encadré par des médecins, bien évidemment. Il n'était pas question pour moi de mettre ma santé ni celle de ma collègue en danger. On a pris des doses qui étaient minimalistes, on les a mélangées avec de l'oxygène pour pas avoir cette privation d'oxygène de notre cerveau. Et au final, on avait même des doutes, parce qu'on s'est dit, c'est tellement minime, est-ce qu'on aura vraiment des conséquences sur notre comportement routier? Et au final, Christophe, distance les temps de réaction multipliés par 3. Donc c'est pas anodin, avec des doses minimes. Notre champ de vision totalement rétracté, comme quelqu'un qui est totalement alcoolisé, on ne fixe qu'un seul point, au cœur, parce qu'on était sur un centre de Stéphane de Velter Innovation, qui sont des simulateurs de conduite de précision qui permettent d'avoir un suivi du regard. Donc on s'aperçoit qu'au niveau du suivi du regard, on voit rien. On regarde plus les rétros, on regarde que dalle. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur toutes les situations d'accident qu'on évitait avant, dans les tests avant l'absorption du protoxyde d'azote, dans les mêmes situations après, qu'on connaissait pourtant, on a tout tapé, un strike routier. Et là, on comprend mieux en quoi il y a une véritable dangerosité au volant, évidemment, qui peut entraîner ce soir des décès. Voilà pourquoi on lance cette opération aujourd'hui, parce qu'on veut lancer un message, on enfonce une porte ouverte, tout le monde sait que c'est dangereux. Mais aujourd'hui, on a des gamins qui vont pouvoir voir notre vidéo sur la page YouTube de 40 millions d'automobilistes,
qui vont pouvoir se dire, alors là, pour ma santé, il ne faut pas que je fasse ça. Je prive mon oxygène de cerveau. Ça n'a rien d'hilarant. Donc là, on est. Oui, vous privez le cerveau d'oxygène. Oui. De santé publique. Et effectivement, dans ce qu'on voit dans cette vidéo, ce que l'on voit dans cette vidéo, c'est que les lignes droites, tout d'un coup, il n'y en a plus. Enfin, en tout cas, voilà, comme vous le disiez, on voit plus très bien, il n'y a plus rien. Les plots sur le bord de la route, on tape dedans avec cette voiture virtuelle, on va dire, etc., etc. Et ça prouve que c'est extrêmement dangereux. Merci en tout cas, Pierre Chasseret, d'avoir pris cette initiative parce que je trouve que c'est une excellente. Bravo, Pierre. Une question, Pierre. Salut, c'est Yves Cara. Combien de temps dure l'effet du peu de gaz que tu as pris finalement? C'est rapide. Eh ben, ça c'est ultra intéressant. Alors, on se connaît bien avec Yves, donc je vais le tutoyer. Hein. Oui, bien sûr, vas-y. Allez-y, faites comme chez vous. Pas trop longtemps quand même, parce qu'on a un pâtissier qui est sur le feu, là. Ah, donc, oui, voilà. Au bout d'un moment, j'avais la sensation de ne plus être sous l'effet. Et c'est d'ailleurs ce que disent les gamins. Ils disent qu'au bout d'un certain temps, ça part vite. Et malgré cela, au moment où on avait l'impression avec Jade qu'on ne ressentait plus l'effet du protoxyde d'azote, nos temps de réaction restaient multipliés par 2 ou 3. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'on avait la sensation d'être en pleine possession de nos moyens, alors qu'on n'avait aucun moyen possible de réagir à une situation de danger. Donc c'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais à tous les niveaux, c'est très bien pour la cuisine, et peut-être que le chef va nous expliquer que c'est très bien pour réaliser une espuma, mais ce qui est sûr, c'est quand on l'inhale, l'usage détourné. Non mais vous, ce que vous dites en plus, et c'est la bataille de l'association, c'est qu'il faut que ce soit reconnu comme une drogue. Donc si ça l'était un jour... Avec les mêmes sanctions sur l'usage détourné. Ça veut dire... Il ne faut pas interdire le produit en cuisine, il faut l'interdire au volant. Non mais peut-être que ça veut dire qu'il faut trouver un autre produit, un autre gaz, alors peut-être qu'il sera détourné aussi, mais qui permette en tout cas de ne plus avoir cette difficulté. Hein, Christophe, voilà. On a connu quand on était gamins tous les deux la colle. Vous savez, il y avait des gamins qui la colle Scotch, une marque de colle. Ou la colle U, la colle en soi, c'est pas dangereux. La colle en soi, c'est pas dangereux. Oui, non, là, c'était rien du tout, franchement. C'est l'usage détourné. Donc, on faisait des bêtises, sur l'interdiction de l'usage détourné, sanctionnons-le fort. Bon, merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Yves Cara, vous restez là parce qu'il y a de la galette quand même. Hein, et je ne reste pas que pour la galette, pour parler aussi des automobilistes et de tous les usagers de la route. Les automobilistes, sur Mobilité à 12h40, ils ont faim. Ils ont faim, voilà. Très bien. Alors on ne mange pas au volant, on s'arrête.